Bonjour à tous, Didier Génaud de France Autotech. Écoutez, on vient de lancer là, le webinar. On va attendre juste quelques minutes que tout le monde arrive. Du coup, je vais vous raconter que c'est la première fois que France Autotech lance un webinar, donc on est très content. Je vous présenterai tout à l'heure les différents intervenants, 4 personnes, et un petit peu le programme de ce webinar qui durera 1 heure. Bon, écoutez, on va commencer. Il y a déjà pas mal de gens et il est 17h01. Donc, alors, je me représente, Didier Génaud. Je suis délégué général de France Autotech. Aujourd'hui, nous aurons 4 intervenants. Nous aurons tout d'abord Louis Thiebaud, qui est aussi de France Autotech, qui co-anime avec moi ce webinar. Michael Fernandez, président de France Autotech, qui prendra la parole tout à l'heure, et Guillaume Vitriche, qui est notre invité expert, avocat au cabinet White & Case, avec qui on va beaucoup échanger là, pendant cette heure sur tous les enjeux financiers, les enjeux de financement des startups et particulièrement des autotech. Alors, ce webinaire va se séparer en 3 parties. Il y aura une première partie où je vais vous présenter rapidement les résultats du sondage qu'on a réalisé auprès des membres de France Autotech. Vous avez reçu dans votre email, dans votre messagerie, il y a quelques minutes, le résultat. Donc, vous aurez tout le temps pour le lire en profondeur. Je vais passer assez rapidement. Après, on va directement échanger avec Guillaume. Et je vais, dans un premier temps, lui poser les questions qui sont remontées lors de l'inscription ou lors du sondage, les questions particulières que vous aviez pour notre expert. Écoutez, dans un premier temps, 17h03, est-ce qu'on lance ou pas? C'est toujours le problème avec les webinars. Est-ce qu'on fait à la française? Si tu veux bien, Didier, j'en profite pour faire une petite remarque avant de se lancer. Vous avez dû voir que vous avez accès au chat. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pendant les questions, pendant l'intervention de Michael ou de Guillaume, à poser vos questions, vos remarques, et puis autant que possible, on essaiera de les intégrer aux échanges pour rendre ce petit webinaire le plus interactif possible. Voilà, donc vous avez accès au chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, France Autotech est l'association des autotech françaises, créée il y a à peu près 2 ans et qui est en pleine croissance. Bon, ce que je propose finalement, pour commencer, Guillaume, je vais peut-être vous donner la parole pour vous présentiez votre cabinet, qu'on sache d'où vous venez et d'où vient votre expertise. Ah, Guillaume, il faut remettre le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci Didier, merci à France Autotech parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver. On avait fait un événement il y a quelques mois chez nous, un premier mardi du mois et on y avait passé un très bon moment. On va en parler très vite parce qu'on n'est pas là pour ça et le moins intéressant c'est de parler de moi, mais en 2 mots, je suis avocat spécialisé en venture, c'est-à-dire j'accompagne les startups dans leur croissance, dans leur levée de fonds, mais pas que. C'est-à-dire je les suis dès le début et je les accompagne dans toutes les étapes de la vie, y compris lorsqu'elles font des tours plus gros et lorsqu'il y a des opérations de M&A, c'est-à-dire qu'un acquéreur se présente, qu'il y a des opérations de restructuration. J'ai vraiment une logique d'intégration dans la durée, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre les entrepreneurs et de les accompagner tout au long des différentes étapes de leur projet. Et ça s'inscrit dans un cabinet qui est un cabinet pluridisciplinaire. On est 180 à Paris, donc quand l'entreprise grandit, il y a plein de problématiques qui se lèvent, des problématiques réglementaires, des problématiques de droit public, de droit fiscal, des problématiques de droit social, et on peut répondre à toutes ces demandes. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le financement, les levées de fonds, les sujets de relations avec les investisseurs. Il m'arrive d'ailleurs aussi d'être parfois conseil des investisseurs, des VC, parce que c'est intéressant aussi de garder ce contact et d'être des 2 côtés, mais l'intérêt, c'est de m'inscrire dans la durée. Et l'autre particularité de mon cabinet, c'est que c'est un cabinet international, et donc on a des bureaux partout, en Europe, aux États-Unis, on a une plateforme intégrée tech qui ne fait que ça, avec des associés en Californie, en Allemagne,
Donc, ça permet, quand c'est l'objectif d'une start-up de rayonner, de répondre aux problématiques partout en n'ayant qu'un seul interlocuteur. Et il se trouve que moi, par appétit personnel, par goût personnel, j'ai un appétit pour tout ce qui est mobilité, autotech, et par la force des choses, ayant fait 1, 2 dossiers, par le bouche à oreille, j'en ai fait plusieurs. Et historiquement, mon cabinet a une très forte présence en Allemagne et une très forte présence de conseils auprès des constructeurs. Alors, c'est moins tech, c'est moins start-up, mais il y a une énorme initiative au sein du cabinet autour de la mobilité. On a travaillé pour tous les grands constructeurs, etc. Et on travaille aujourd'hui pour un certain nombre de start-up en Europe et notamment en Allemagne qui fabriquent des capteurs, des softs sur tout ce qui est conduite autonome. Donc, voilà la présentation globale de mon activité. Super, merci Guillaume. Je vais peut-être maintenant donner la parole à Michael Fernandez, président de France Autotech. Comme ça, il va s'exprimer un petit peu avant que je reprenne la main pour présenter donc les résultats du sondage effectué auprès des membres de France Autotech sur les impacts de la crise Covid. Et ensuite, nous reviendrons avec Guillaume pour vraiment creuser tous les aspects financiers, de financement, de trésorerie, de levée de fonds pour les autotech. Michael, de Punta Cana, c'est bien ça? Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Alors bon, on est à distance, ça ne nous empêche pas de garder une forme de légèreté qui nous caractérise tous. Je ne sais pas, d'habitude, on a une bière à la main quand on se retrouve dans ces after-work, dans ces apéros France Autotech. Aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Guillaume Wittrich, qui, je l'espère, pourra vous apporter les réponses à vos questions. D'ailleurs, je tiens vraiment à le remercier. Je tiens à remercier également Louis et Didier d'avoir organisé ce webinaire de manière parfaitement carré, et bien sûr vous remercier vous tous de participer aujourd'hui et de votre participation à l'enquête qui a permis de faire remonter un certain nombre de tendances qu'on va discuter ensuite. Moi, ce que je voulais rapidement vous dire, c'est je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la mobilité est un secteur particulièrement touché par cette crise. Vous avez certainement vu passer les mêmes articles que nous sur les pertes dans les transports en commun, la RATP qui a annoncé une perte record de 1 milliard pendant la phase de confinement, qui s'inquiète d'ailleurs de la suite. En Chine, ils sont en avance sur nous, donc c'est intéressant de voir ce qui s'y passe, en avance temporellement. Et ils ont observé un report modal de 2/3 des usagers des transports publics vers la voiture individuelle. Les intentions de vente et d'achat de véhicules qui ont plus que doublé. Alors, bon, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la mobilité de demain. Honnêtement, nous, chez France Autotech, vous le savez bien, et vous le partagez en rejoignant l'association, on pense tous que la mobilité de demain ne saurait être un retour à la voiture individuelle avec un usage individuel. Et je pense que plus que jamais, l'écosystème compte sur vous pour permettre une mobilité plus accessible grâce aux bienfaits du digital, de l'intermédiation, etc. Plus sûr grâce, entre autres, à l'autonome, au connecté, plus éco-responsable grâce aux nouvelles énergies, aux nouveaux usages qui sont, eux, particulièrement impactés par la crise. La notion de transport partagé pose quand même un certain nombre de questions par rapport aux mesures de distanciation, par rapport à aussi la forme de paranoïa ambiante dont on ne sait pas trop encore combien de temps elle va durer. Enfin, ce que l'on lit à droite à gauche et ce que disent les experts quand même, c'est qu'on devrait avoir une forme de retour à la normale dont on espère qu'il y ait un certain nombre d'outputs positifs, car ce que l'on pense aussi, c'est que toute crise est une forme d'accélérateur d'une transformation qui est déjà en cours, et c'est particulièrement vrai de fait dans l'autotech. Et on a commencé à avoir un certain nombre d'initiatives positives pendant la crise. Je pense que vous avez vu les navettes autonomes qui acheminent des médicaments. Vous avez vu les initiatives autour des plateformes de partage qui se mobilisaient pour les soignants, etc. Enfin, on voit qu'il y a dans cette situation d'urgence, il y a des solutions qui ont pu être trouvées.
Et ça fait espérer, et c'est d'ailleurs ce qui est remonté de l'enquête et de vos messages, un enthousiasme et une forme de regard positif sur l'avenir. C'est pour ça que j'ai choisi aussi un background plutôt optimiste, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que toujours, l'adage « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » prend tout son sens. Je pense vraiment que les équipes réduites de start-up qui survivront à cela sortiront plus soudées de cette crise et plus soudées pour relever justement ces challenges du monde d'après. Donc, je vous laisse entre les mains de Guillaume et Didier. Je suis certain qu'ils sauront apporter un éclairage intéressant par rapport aux angoisses et aux questions que vous avez pu vous poser. N'hésitez pas à compléter sur le chat comme ils vous l'ont indiqué. Et puis, bon webinaire à tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci Mickaël. Donc Mickaël, président de France Autotech pour ceux qui nous ont rejoints plus tardivement. On va lancer la partie sur les résultats du sondage effectué sur les membres de France Autotech. Donc j'ai une petite manipulation. Voilà. Donc, je vais vous livrer rapidement les résultats de ce sondage qu'on a réalisé auprès d'un échantillon de membres France Autotech sur les impacts de la crise Covid. Donc, ce sondage a été réalisé mi-avril. Bon. Alors, première chose qui ressortait de ce sondage, évidemment, nos autotech ont des activités très variées. Donc, on a une grande diversité d'activités parmi les répondants. Il y en a qui sont dans le service digital, d'autres dans la voiture connectée, d'autres dans la mobilité électrique, dans le véhicule autonome, auto-école en ligne. Donc, il y a beaucoup de métiers différents. Et alors, le résultat de ça, c'est qu'en fait, la moitié de nos membres sont une activité B2B et une autre moitié une activité B2C. Donc, c'est une très grande variété de situations, de technologies utilisées et de positionnement marché. Bon, et effectivement, un point aussi très intéressant de ce sondage, c'est que, évidemment, 80% des répondants sont en train de préparer une levée de fonds ou cherchent à faire une levée de fonds. Alors, première question posée à nos membres, les impacts sur les autotech, les impacts de la crise, évidemment. Bon, donc les réponses étaient, il y avait un choix de réponses multiples. Vous savez mieux que moi, puisque vous avez en partie répondu à ce sondage que les impacts sont nombreux. Bon, ce qui est évident, c'est la diminution de l'activité pour 76% des répondants. 76%, pourquoi pas 100%? Parce qu'on va voir après dans le sondage, en fait, au moins un quart de nos startups, pour l'instant, n'ont pas d'activité commerciale proprement dit. Donc, bon, cette crise et ce confinement les embêtent, mais ça ne bloque peut-être moins l'activité que des startups qui ont déjà une activité commerciale avec des clients. Je ne vais pas vous lire tous les impacts parce que vous retrouverez ces chiffres dans le document que je vous ai envoyé juste avant le webinaire, donc vous pourrez plus se détailler. Bon, alors, question évidemment importante, c'était l'impact sur le chiffre d'affaires. Donc là, pareil, si vous rentrez un petit peu dans les réponses, bon, il y a à peu près 25%, un quart des répondants qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Donc évidemment, pas d'impact, pas de chiffre d'affaires, pas d'impact. Et pour tous les autres, l'impact est quand même très considérable. Plus de 80% ou 8 autotech sur 10 qui ont un chiffre d'affaires ont vu leur chiffre d'affaires baisser entre 75 et 100%. Et évidemment, c'est bon. Alors, c'est sûrement général. Une grande partie d'entreprises françaises ont quand même ce genre de recul. Pas toutes, mais quand même beaucoup. Après, nous avons interrogé nos membres sur les dispositifs utilisés de l'aide, du plan d'aide gouvernementale. Évidemment, là aussi, finalement, pas de surprise. Un chômage partiel pour 60%. Nouveau prêt de trésorerie, 56%, report des charges fiscales et sociales pour plus de la moitié. On va détailler tout à l'heure à Guillaume un peu plus ces différents aspects qui sont importants pour traverser cette crise. Alors, les défis, la question suivante était quels sont les défis du déconfinement?
En fait, déconfinement qui peut être sur une très très longue période. Hein. Personne ne lit les boules de cristal, personne d'entre nous sait quand on reviendra à la normale, donc ce déconfinement peut être très long. Bon, évidemment, là aussi, finalement, pas beaucoup de surprises. Hein. Les préoccupations, c'est la trésorerie pour durer. Les levées de fonds, c'est quand même aussi lié. Avoir les bons financements, surtout que 80% de nos entreprises étaient dans une démarche de levée de fonds. Et puis, relations partenaires, parce qu'on on est dans un écosystème où il est rare qu'on travaille seul sans partenaire. Là, je vous laisserai lire plus attentivement le contenu envoyé par email. Il y avait une question ouverte où on demandait à nos entrepreneurs comment ils voyaient l'avenir à moyen et long terme. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que bon, grosso modo, la situation est difficile, vous avez compris, activité en chute, des partenariats qui ne fonctionnent plus, levée de fonds retardée. Mais le moral est plutôt bon, et plutôt très bon, dans l'immense majorité. Donc, ce qui est sûr, c'est que nos autotechs sont prudentes, elles n'attendent pas un retour à la normale rapide. Et vous voyez quelques verbatim, bon, voilà, nos entreprises sont prêtes à repartir. Mais bon, elles ne se font pas trop d'illusions sur un décollage, un redémarrage immédiat. Dans ces verbatim, on peut voir une confiance en l'avenir. C'est ça qui est vraiment assez étonnant, c'est que le jour où ça repart, beaucoup sont prêts à partir, à retrouver leur bon niveau d'activité, voire mieux. Donc là, bon, tout le monde a perdu quelques mois de business, mais a priori, ça peut repartir très, très vite. Donc, il y a quand même un optimisme pour l'avenir. Et alors, ce qui ressortait et qui était intéressant aussi dans cette question ouverte où les gens pouvaient s'exprimer, c'est que certains voient finalement dans cette crise l'opportunité d'accélérer, finalement d'occuper des secteurs ou des technologies qui vont trouver plus de sens après cette crise. Là aussi, je vous laisserai lire tranquillement, mais voilà, finalement, peut-être que cette crise aura un effet positif, malgré tous les malheurs qu'elle enclenche. Elle aura un effet positif pour nos startups et nos startups autotech, car il y a une réflexion collective autour de la mobilité aujourd'hui, et probablement que beaucoup de nos startups qui défrichent de nouveaux usages, de nouvelles façons de faire, vont pouvoir trouver leur place plus facilement. Alors, je me redéconnecte et je reviens avec vous. Est-ce que, déjà, Mickaël, est-ce que tu as un petit commentaire en fait sur les chiffres là qu'on a vus rapidement, hein, mais finalement sur les choses importantes qui ressortaient là de ce sondage? Moi, alors, le fait que la crise nous impacte tous, et en particulier, comme on le disait en introduction, dans le secteur autotech et de la mobilité, c'est plutôt cohérent. Enfin, c'est des résultats qu'on attendait, même si on les redoutait. En revanche, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est le message, c'est l'état d'esprit positif dans lequel sont les entrepreneurs autotech, et qui me fait croire que, justement, il y aura des opportunités à saisir post-crise, et que dans cet état d'esprit-là, les autotechs seront certainement bien positionnés pour le faire. Merci, Mickaël. Guillaume, est-ce que vous avez un petit commentaire là sur ces résultats qu'on a balayés rapidement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Alors, j'ai discuté ces dernières semaines avec beaucoup d'entrepreneurs, donc il n'y a pas de choses qui m'ont particulièrement choqué, mais pour continuer sur une note plutôt positive, même si si tout n'est pas rose dans la veine de ce que disait Mickaël, c'est que deux remarques très rapides, c'est que la première, ce qui ressort et ce que j'ai aussi beaucoup entendu dans l'écosystème et à la fois dans l'écosystème en général des startups en France, c'est que les sociétés sont toutes passées en mode hibernation commerciale, mais celles qui peuvent sont passées dans un mode accéléré de développement, de R&D, où le temps qui était compté d'habitude pour se consacrer à ces sujets est un peu retrouvé. Alors bien sûr, ça ne concerne que ceux qui sont
qui peuvent faire de la R&D, qui peuvent bosser devant un ordi. S'il faut faire des choses à l'extérieur, bien sûr que malheureusement, les contraintes d'aujourd'hui l'interdisent. Donc, il y a cette espèce de dichotomie hibernation commerciale totale parce que pratiquement tout s'est arrêté. Et puis, on peut continuer quand même encore à bosser. Et la deuxième remarque, c'est que les entrepreneurs sont plutôt bien préparés. Parce que je vois que dans les réponses, la plupart, lorsque c'était possible, ont fait appel, lorsque c'était nécessaire, aux différentes mesures, chômage partiel, crédit d'impôt recherche, etc. On y reviendra. Donc, il y a plutôt une bonne préparation. Mais j'entends aussi un peu de frustration sur la capacité à utiliser les outils et les outils BPI et leur côté caractère adapté à la réalité des startups. Voilà. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Les fonds sont toujours là et ont toujours beaucoup d'argent à dépenser. Donc, il ne faut pas se dire que les choses se sont arrêtées. Il faut continuer à garder contact avec eux. On y reviendra probablement. Ouais, super. Bon, écoutez, on va passer à des questions-réponses. Dans le formulaire d'inscription, les participants à ce webinaire pouvaient envoyer des questions. On a essayé de synthétiser un petit peu les questions principales. Je vais déjà en lancer quelques-unes à Guillaume. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises ou si on a oublié quelque chose, à les indiquer sur le chat. La dernière partie de ce webinaire sera vraiment questions-réponses en s'appuyant sur les questions que vous aurez mises sur le chat. Guillaume, j'ai une première question, c'est sur la trésorerie, parce qu'on a vu dans les réponses que finalement, toutes nos entreprises, elles essayent de maximiser ou en tout cas de soulager leur trésorerie. Alors, quelles sont les bonnes méthodes? Qu'est-ce que vous conseillez à des entrepreneurs, à des start-upers? Oui, absolument. Juste avant de commencer, effectivement, hein, Didier, je suis là pour répondre à toutes les questions, donc il ne faut pas hésiter. Allez-y, hein, s'il y a des questions, s'il y a des sujets. Et je donnerai mon adresse email à la suite du webinaire. S'il y a des points particuliers, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je serai ravi dans cette période compliquée de passer un peu de temps avec les uns et les autres qui auraient des questions. Sur le point crucial aujourd'hui du financement, parce qu'on est en mode hibernation et il faut essayer de faire le dos rond, c'est basique, mais il faut à la fois couper les coûts qui doivent l'être et maximiser sa trésorerie. Donc, il faut avoir une approche vraiment très, très, très méthodique et systématique. Couper les coûts, il y a un certain nombre de mesures assez évidentes. Lorsque c'est possible, lorsque c'est nécessaire, il faut profiter des différentes mesures de chômage partiel. Lorsque c'est possible, et c'est même très souhaitable, il faut réduire les coûts en détaillant tous ces postes de dépenses. Les baux, il y a une question qui est revenue très fréquemment sur les loyers. Qu'est-ce qui se passe pour les loyers? Pour les loyers, la réponse finalement est assez simple. Il n'y a pas de texte dans l'arsenal législatif, dans les différentes ordonnances qui sont sorties, qui autorise unilatéralement à ne plus payer ses loyers. Ça, il faut le dire très clairement, il n'y a rien qui l'autorise. En revanche, il y a des directives très claires qui ont été données par le gouvernement aux bailleurs pour faire preuve de clémence. Et la réalité, c'est que les ordonnances et les différentes mesures d'urgence, elles viennent suspendre l'application des différentes pénalités qui sont prévues dans les baux. Donc, c'est un peu à double tranchant. Ce qu'on vient de dire, c'est que vous devez continuer à payer, mais les textes disent quand même que si vous ne payez pas, le bailleur n'a pas le droit d'utiliser les clauses dans les baux qui disent « vous n'avez pas payé, je vous résilie votre contrat dehors » ou « je vous fais payer des pénalités de retard ». Donc, ça veut dire qu'il y a clairement une porte qui est ouverte pour la négociation sur ce sujet-là. Ensuite, réduire les coûts, c'est aussi faire rentrer du cash. Il ne faut pas hésiter à revoir tout ce qui est crédit d'impôt. Je pense évidemment au crédit d'impôt recherche, aux différents crédits innovation. Il y a des directives qui ont été données par le gouvernement au service des impôts des entreprises pour accélérer le remboursement de toutes les sommes qui sont dues. Autrement dit, si vous avez du CIR, du crédit impôt recherche, par exemple 2019, qui n'a pas encore été payé, il faut y aller. Il faut y aller de manière pas trop agressive parce qu'il y aura probablement un retour de bâton pour ceux qui ont fait n'importe quoi sur du CIR et il y aura des redressements dans les années qui viennent, mais il faut y aller et c'est un moyen de faire rentrer du cash plus vite que dans le calendrier habituel. Il y a, et alors là, c'est peut-être une mesure qui est temporaire, mais ça permet d'éviter de sortir cette somme. Il faudra quand même la sortir à un moment ou à un autre. C'est tout ce qui est matière de report de charges.
report d'impôts et report de charges sociales. Il est possible de les reporter pour une période de 3 mois, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que si vous avez déjà levé des fonds ou si vous avez un peu de cash, et si vous n'avez pas prévu, quoi qu'il arrive, d'avoir un développement commercial, autant les payer aujourd'hui plutôt que de les payer tout d'un coup dans 3 mois. Pour ceux qui vont lever ou considèrent qu'ils pourront lever très vite, ça peut être une bonne solution pour se donner un ballon d'oxygène rapidement. Donc, voilà un petit peu le panel des différentes mesures pour réduire les coûts. Et puis après, il y a évidemment tout le volet financement. Et le volet financement, il est un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas de grandes mesures. Tout le monde a parlé du PGE, du prêt garanti par l'État, mais qui s'appliquent en réalité à des ETI et plutôt à des grosses structures, en tout cas à des structures qui ont du chiffre d'affaires. Donc, c'est souvent pas pertinent pour des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, qui sont dans une phase de recherche et développement. Donc, il faut plutôt se reporter sur des mécanismes de la BPI dont certains sont au moins un est adapté à des sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Parce que on a parlé, il y a les prêts à tout, prêts rebond, vous en avez entendu parler, la BPI a beaucoup communiqué là-dessus. En réalité, c'est assez difficile d'en bénéficier si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Moi, ma recommandation, c'est plutôt de continuer vos efforts aujourd'hui sur les levées de fonds, c'est-à-dire que ce que vous aviez déjà amorcé, il faut y aller à fond et il faut tout de suite faire rentrer dans le jeu la BPI parce qu'il y a un nouveau dispositif, il y a un nouveau fonds qui vient d'être mis en place et qui commence à partir de mi-mai, qui s'appelle Frontier Venture, qui est un fonds qui a vocation à abonder à hauteur maximum de 50% d'un tour les investissements des financiers. Et ça, je pense que c'est un bon moyen de faire un bridge sur la levée de fonds qui était en cours où vous avez perdu, parce que c'est la force des choses, les business angels qui eux-mêmes ont perdu probablement beaucoup d'argent en bourse et donc reconcentrent un peu leurs investissements. Voilà dans les grandes lignes. Après, si vous avez des questions, on peut y revenir en détail, mais dans les grandes lignes, les différentes mesures. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par ceux qui ont des comptables ou des experts comptables. Pour ce qui est du chômage partiel, ils sont très à même des choses sur les relations avec la directe, etc. D'accord. Merci Guillaume. Alors, vous avez parlé de levée de fonds. Alors, c'est une question récurrente qui est remontée aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des levées de fonds? Est-ce que c'est le financier encore de l'argent? Est-ce qu'ils ne sont pas ruinés? Est-ce que tout n'est pas gelé pour 1 ou 2 ans? Non, absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il faut regarder 3 types d'investisseurs dans la typologie classique. Les business angels, il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a un certain nombre qui avaient signé des term sheets non engageantes avant le Covid sur des deals qui devaient se closer maintenant. Eux ont disparu parce que eux aussi ont probablement pas mal souffert de la crise. Soit c'est des entrepreneurs qui ont pas mal réussi, mais dont les entreprises sont en difficulté. Donc eux, ils sont un peu sortis du jeu pour un moment. Ensuite, il y a les corporates. Ceux qui ont des programmes dédiés, gérés par des personnes spécialisées vont continuer. Et je pense qu'ils seront toujours là parce qu'ils savent que c'est important pour l'innovation et qu'on ne peut pas se priver de ça. Et il y en a une grosse partie qui, et je ne les critique pas, mais font du corporate parce que c'est bien et qui, malheureusement, vont arrêter. Pourquoi? Parce que, vu de la direction, le corporate, c'est une variable d'ajustement comme on a coupé les coûts marketing, on va couper l'investissement. Donc, je pense que sur le corporate, il va y avoir 2 mondes. Il y en a qui vont continuer parce qu'ils le faisaient vraiment pour l'innovation avec des gens qui savent ce que c'est que de faire du venture. Donc, eux seront toujours là. Et les autres, ils vont probablement, en tout cas, arrêter leurs investissements pour une période assez importante. Et surtout ceux qui le faisaient en direct, c'est-à-dire qui ont les participations des sociétés directement à leur bilan, c'est-à-dire qu'ils ne le faisaient pas au travers d'un fonds. Parce que eux, évidemment, quand ça va mal, ça a un impact direct sur leur compte. Et puis, je termine avec le meilleur pour la fin, tous les financiers, c'est-à-dire tous les fonds de VC, eux, ils sont toujours là et ils sont plus que jamais là. Pourquoi? Parce qu'on parlait tous de levée de fonds record, mais quand on parle de levée de fonds, je parlais là pas des levées de fonds des startups, mais des levées de fonds des fonds eux-mêmes, c'est-à-dire auprès de leurs propres investisseurs. Et tout cet argent qui a été levé ces 2-3 dernières années, il est toujours là.
Et les engagements qui ont été donnés par ce qu'on appelle les LP, c'est-à-dire les investisseurs qui mettent de l'argent, qui confient à un fonds de venture pour que lui-même l'investisse, et il est là. Et il y en a énormément de l'argent. Et donc, il va bien falloir qu'il soit investi. Et il va être investi probablement avec des critères qui auront un peu changé, qui seront un peu difficiles. On en parlera peut-être sur des valos qui, que ce soit rationnel ou pas, sont un peu dégradés. Ce sera de moins belle valorisation qu'avant la crise. Mais cet argent, il est toujours là. Et donc, ça veut dire qu'il faut surtout pas baisser les bras et se dire que parce que c'est la crise, il n'y a plus d'argent. L'argent dans les fonds, il est toujours là, il va continuer à être déployé et en plus, il doit être déployé dans un temps limité parce que les fonds de venture ont eux-mêmes des comptes à rendre à leurs investisseurs. Donc, si on vous entend bien, Guillaume, alors les fonds ont encore beaucoup d'argent et c'est le moment pour aller les voir en fait. Il ne faut surtout pas rester dans sa coquille d'escargot en attendant que ça aille mieux. C'est maintenant qu'il faut démarcher. Ouais, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu une phase de panique ou en tout cas de manque de bande passante très légitime dans les fonds de venture au cours du premier mois qui a suivi le confinement parce que évidemment toutes les équipes étaient concentrées à gérer les situations de crise dans leur société en portefeuille. Et je pense que d'ailleurs ça c'est intéressant si vous avez des gens qui ont déjà fait des tours autour de vous, des entrepreneurs qui ont déjà fait des tours, posez-leur la question de savoir comment ça s'est passé avec les personnes qui sont à leur capital, savoir s'ils ont été là, s'ils ont apporté les bonnes solutions, s'ils ont apporté de la valeur ajoutée, parce que toujours en période de crise qu'on voit un peu qui on a à son capital et si on est content d'avoir un investisseur qui est là même quand ça va mal. Donc ça, c'est d'ailleurs une note un peu à côté, mais je pense que c'est important pour savoir à qui on a affaire. Et puis, oui, il faut leur parler maintenant parce qu'ils ont retrouvé de la bande passante, qu'ils ont tous besoin d'avoir un deal flow et il faut aller les voir avec un message qui est, lorsque c'est possible, parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours tordre le bras à la réalité, mais leur présenter ce que vous pouvez apporter dans le cadre de la crise, c'est-à-dire ce que la crise a changé et ce que la crise, selon vous, va apporter à votre projet et en quoi il va le rendre meilleur. C'est-à-dire qu'une crise sanitaire qui n'était absolument pas dans la grille de lecture des fonds, et ben maintenant, ça en fait partie. Et donc, une crise sanitaire dans laquelle on arrête d'avoir le droit de sortir chez soi, une partie de la logistique est à l'arrêt, ça fait partie de la grille de lecture. Donc, il faut être capable, quand on va voir les fonds, de préempter cette question et de leur expliquer pourquoi et ben, votre solution elle permet justement de retrouver un peu de valeur. Ou alors, si ce n'est pas le cas, pourquoi vous êtes organisé d'une manière qui vous rend suffisamment résilient pour faire le dos rond pendant 3-4 mois, que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas organisé de la bonne façon et que cette crise a été pour vous une chance. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment capable d'en faire une force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Si votre solution, c'était une solution de mobilité qui est clairement impactée, on ne pouvait pas tordre le bras à l'arrêter, mais si en revanche, ça a eu un impact sur la façon dont vous êtes organisé, la façon dont vous interagissez avec les différents collaborateurs de la startup, je pense que c'est vraiment important parce que c'est ça que cherchent les investisseurs aujourd'hui. Ils cherchent à ce qu'on leur démontre que vous avez su tirer parti de la crise. C'est facile à dire, mais ce n'est pas que de l'habillage. Ça correspond quand même à une réalité pratique, je pense. Et si j'entends bien ce que vous dites, finalement, certaines technologies comme le véhicule autonome ou le sans-contact digital, finalement, vont sûrement profiter d'un regain d'intérêt des investisseurs parce qu'on voit aujourd'hui l'intérêt de ces technologies en cas de pandémie. Ah ouais, absolument. Il y a un certain nombre de gagnants directs de sociétés qui vont en profiter. Tout ce qui est aussi dans le raccourcissement de chaînes de valeur, dans la relocalisation, effectivement. Après, il y a toute une partie qui va évidemment être impactée par ce que Michael appelait à juste titre la paranoïa ambiante, où là, ça va être un peu plus compliqué. Mais d'une manière générale, moi, je suis vraiment positif. Et je suis positif parce que j'entends autour de moi un état d'esprit positif, à la fois chez les entrepreneurs et surtout aussi chez les fonds de venture. Et d'ailleurs, une petite note là-dessus rapidement. Je parlais tout à l'heure de l'intérêt de la crise pour identifier les bons des mauvais, si je puis dire.
c'est aussi une façon d'identifier aujourd'hui qui sont les fonds qui n'ont pas été corrects pendant la crise. Ils sont très peu nombreux, mais il y a un certain nombre d'investisseurs professionnels qui ont profité d'un événement de crise pour, par exemple, renégocier dans des proportions complètement délirantes des term sheets qui avaient été signés avec des startups juste avant le début du confinement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument fuir. Je sais que le Galion tient une liste, Galion Project que vous connaissez probablement, tient une liste de ceux qui ont fait ça, mais c'est aussi un moyen, parce que ce n'est pas juste à sens unique, à nous, entrepreneurs, d'attendre bien gentiment que les fonds daignent investir chez nous. Il faut aussi savoir qui on fait rentrer. Et ce genre de crise, c'est le bon moyen de savoir qui est correct et qui l'est pas. Qui est correct, qui on est content d'avoir à son tour de table, et qui aussi va profiter d'une crise pour renégocier dans des proportions délirantes une valorisation, demander des droits exorbitants, etc. Donc, il faut se dire aussi que c'est aussi une chance pour identifier qui sont les bons et les mauvais acteurs. Guillaume, qu'est-ce que vous pensez d'une charte qui a été publiée quelques jours par France Digital, co-signée par différentes associations, dont France Autotech, et qui appelait justement les startups et les investisseurs à avoir un code moral pendant la crise et de tenir leurs engagements. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu cette charte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est un excellent outil. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un excellent outil de communication. Bon, évidemment pour France Autotech, mais aussi pour tous ceux qui adhèrent à la charte, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur aux yeux d'un investisseur, aux yeux du public, aux yeux des clients. Et puis aussi parce que c'est un moyen fort de dire en période de crise, regardez, on a un code de valeur, on ne va pas en profiter parce que c'est quand même aussi ce qui se passe dans les relations commerciales pour arrêter de payer tous nos fournisseurs ou les payer dans des délais qui sont complètement délirants. Je pense que c'est un outil fort et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre en avant. Ouais, je pense que c'est une très bonne initiative. Super. Avant de passer aux questions-réponses directes qu'on verra avec Louis qui surveille le chat, j'ai une petite dernière question directe sur votre analyse de dispositifs d'aide gouvernementale. Est-ce que vous trouvez qu'il est efficace? Est-ce qu'il est assez ambitieux? Est-ce qu'il y a des passages, des endroits où ça coince? Voilà, votre avis sur ce plan d'aide de 4 milliards annoncé, les différentes mesures. L'intention est là, le résultat est pas parfaitement adapté, malheureusement, aux startups. Je pense qu'il y a une bonne volonté, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais dans la réalité des faits, parce que c'est bien de dire vous avez droit à tel dispositif, mais je discute avec pas mal d'entrepreneurs qui me disent qu'ils ont eu pas mal de difficultés à obtenir les dispositifs. Sur ce qui est, je mets de côté toutes les mesures qui profitent à tout le monde, chômage partiel, crédit impôt recherche, etc. Là, je parle vraiment des enveloppes d'investissement. Je pense que malheureusement, la BPI n'a aujourd'hui pas la bande passante et donc la réactivité nécessaire à étudier tous les dossiers qui sont présentés pour être capable de répondre dans un temps satisfaisant et participer à des levées de fonds en co-invest comme ils le font, dans un délai qui permette à ceux qui sont en très grande difficulté de s'en sortir tout de suite. Donc, en réalité, ce dispositif, il est très bien, mais il est très bien pour ceux qui ont quand même un peu de runway, c'est-à-dire qui ont quand même un peu de cash, qui devaient faire une levée de fonds dans les 6, 8, 10 mois, qui ont réussi à couper les coûts aujourd'hui et donc qui ont gagné 2, 3, 4, 5 mois de cash et qui donc pourront bénéficier de ces mécanismes. Je parlais tout à l'heure du fonds BPI Frontier Venture, parce que je vois que dans le chat, quelqu'un a posé la question, c'est Frontier Venture, et c'est un fonds qui abonde à hauteur de 50%, souvent en obligations convertibles. Ça, par exemple, ça sera un bon outil, et je pense que ça va renforcer la présence de BPI comme facilitateur des tours de fonds, comme c'était des tours de levée de fonds, comme c'était déjà le cas jusqu'ici. Je pense qu'ils vont prendre une place plus grande, l'enveloppe va être augmentée, ça va être comme ça l'était déjà avant, mais encore plus, l'intervenant qui fait basculer le dossier. C'est-à-dire, vous avez réuni un tour de table, vous avez 2 investisseurs, vous vouliez lever 3 millions, mais vous avez 2 millions sur la table, il y en a un qui hésite, etc. Je pense qu'il
il faut le voir comme ça. Ça sera un élément facilitateur, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes et il ne faut pas penser qu'il y aura un acteur miracle. Louis, est-ce que dans le chat, tu as repéré des questions là, qui mériteraient… Oui, tout à fait. Du coup, Guillaume a déjà répondu à la question de Nassim qui a demandé un peu plus de précision sur Frontier Venture. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les startups. Et on a une nouvelle question de Samuel Le Charpentier qui demande à Guillaume des précisions sur qu'entendez-vous par l'accélération du raccourcissement des chaînes de valeur. Et il demande si vous avez donc un exemple un peu concret. Oui. En fait, les investisseurs ont maintenant, pour ceux qui ont besoin de composants électroniques, bref, d'intégrer des pièces qu'ils achètent à des fournisseurs tiers, la question va être posée de où est-ce que vous approvisionnez, quelle est la quantité de stock dont vous avez besoin, et donc la réponse typique et évidente, j'achète mes composants en Chine. Je ne dis pas que ça va être possible du jour au lendemain d'arrêter de le faire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On voit que la plupart des conteneurs qui partaient arrivent dans les 3 à 4 semaines après. Donc, il y a eu un effet de lag où tout s'est arrêté en Chine et au bout de 3-4 semaines, ceux qui vivaient en flux tendu sur leur approvisionnement en composants pour vendre leurs produits se sont retrouvés dans l'incapacité de produire, tout simplement. Et donc, c'est ça que j'appelle aussi le raccourcissement des chaînes de valeur. C'est aussi ce dont certains appellent ça la relocalisation. On va aller, je ne suis pas économiste, mais je le sens quand même parce que ça va être aussi des demandes fortes des investisseurs pour être sûr qu'on est résilient en temps de crise, vers un petit peu plus de relocalisation et être capable de démontrer que notre produit, lorsqu'il inclut du hardware, qu'on est capable soit d'avoir un stock suffisamment long pour passer des crises, soit d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente à un arrêt brutal de l'économie. Peut-être que ça ne se reproduira jamais, ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ce que j'entends, c'est que les investisseurs, c'est dans leur grille de lecture, ils vont poser cette question aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, tout ça sera oublié, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Alors, je partage ce que vient de dire Guillaume totalement sur ce qui peut se passer en amont de la chaîne de valeur et sur les chaînes d'approvisionnement. Et je pense, pour compléter, que ça s'applique aussi cette transformation à l'aval et à tout le parcours client. Et en particulier dans l'autotech et en particulier chez France Autotech, vous êtes nombreux à réinventer le parcours client, que ce soit de l'achat, du permis, de la plaque d'immatriculation, de l'entretien, du contrôle technique, jusqu'à la revente, etc., jusqu'à la livraison de voitures. Enfin, réinventer vraiment tout le parcours de l'automobiliste. Et on voit bien que ça, c'était des trends qui étaient déjà là pré-crise et qui devraient être accélérés pour justement raccourcir cette chaîne de valeur, simplifier ce parcours-là et surfer quelque part. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à surfer sur l'opportunité de valoriser des services qui permettent de la distanciation sociale, puisque venir avoir quelqu'un qui vient réparer mon véhicule sur mon parking, eh bien, c'est un moyen d'éviter de me rendre chez le garagiste. Avoir ma voiture, qu'elle soit de location ou la voiture que j'achète qui est livrée devant ma porte, ça m'évite à devoir me déplacer chez le concessionnaire. De la même façon pour toutes les formalités administratives. Donc, de la même façon, en aval de la chaîne de valeur, je pense qu'il va y avoir aussi ce raccourcissement qui, pour bonne partie, était déjà en place, mais qui devrait prendre une place plus importante. Et j'ose espérer pour chacun d'entre nous que ces trends qui étaient déjà là seront encore amplifiés par la crise. Louis, tu as d'autres questions stock? Alors, il n'y en avait plus sur le chat, mais ça vient d'arriver. Donc, on nous demande de Florian Séjour, qui nous demande si les startups doivent-elles revoir à la baisse le montant de leur levée de fonds. Donc, je crois que Guillaume avait dit un mot là-dessus. Mais... Non, mais c'est une bonne question. C'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que la question sous-jacente, c'est celle évidemment de la valorisation. Mais pour faire une réponse abrupte, c'est la levée de fonds, il faut être capable de la justifier. Et si vous levez 2 millions, c'est parce que vous êtes capable de montrer que vous avez besoin de ces 2 millions. Après, c'est toujours bien d'avoir plus d'argent, mais il faut lever la somme dont on a besoin. La réponse un peu moins abrupte, c'est que malheureusement, même si vous faites partie des gagnants de la crise, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui vont directement bénéficier de la crise et qui
Michael parlait du fait de l'adoption très rapide d'un certain nombre de solutions. Même si vous faites partie de ces gens-là, je pense qu'on parle de 15 à 20% de baisse des valorisations pré-monnaie. C'est le chiffre qui circule, un ordre de grandeur. Pour ceux qui ont été très durement touchés, on peut aller jusqu'à 30%. Donc, mathématiquement, si vous avez un objectif de dilution en tête, ça veut dire que vous allez devoir réduire le montant que vous allez lever, parce que sinon, vous allez trop vous diluer. C'est assez mathématique, malheureusement. Merci Guillaume. Du coup, en complément de cette question, il y a Damien Logi qui nous demande si ce ne serait pas plutôt bien vu de justement emprunter plus d'argent aujourd'hui, enfin plus de fonds aujourd'hui, pour anticiper les potentielles pertes liées à cette crise. Oui, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de cash. Et effectivement, on est aujourd'hui encore dans une incertitude sur le niveau de la reprise. Certains parlent d'une reprise en V, d'autres en U. Est-ce qu'il va y avoir un rattrapage? J'en doute. La réalité, c'est que si vous lancez une levée de fonds aujourd'hui, votre valorisation, elle est déjà impactée. C'est-à-dire que les investisseurs, ils factorisent quand même déjà aujourd'hui la dégradation de l'économie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est toujours bien de faire une levée au plus vite et peut-être que ça permettra de passer des moments plus difficiles et un redécollage plus lent anticipé de l'économie. Moi, le message global que je veux vraiment faire passer, c'est que tous les investisseurs le disent et font passer ce message. Continuez les relations que vous avez avec eux, continuez à envoyer vos dossiers, continuez à faire des vidéoconf avec ceux que vous deviez rencontrer, adaptez votre message. C'est le moment et l'argent est toujours là. Peut-être en complément là-dessus, Guillaume disait tout à l'heure, si vous levez 2 millions, c'est que vous avez besoin de 2 millions. Je pense que vous savez notamment que dans ces phases early stage de la vie d'une startup, qu'une levée de fonds, c'est avant tout une histoire à raconter. Et celui qui l'a, le CEO, les fondateurs qui réalisent la levée de fonds, cherchent à matérialiser, en fait, à objectiver l'histoire qu'ils entendent raconter avec le lancement de leurs produits, la manière dont il va être adopté par le marché, les clients qu'il va impacter, le changement qu'il va apporter dans la société, etc. Si vous pensez que votre histoire est impactée par cette crise, parce que l'usage s'en trouve changé, parce que le plan d'exécution que vous avez imaginé s'en trouve changé, il n'y a pas de raison que votre levée de fonds ne soit pas impactée. Mais en effet, elle n'est pas forcément à la baisse. Et comme le dit Damien, elle peut l'être tout à fait à la hausse, ça peut s'entendre, à condition que l'histoire racontée, elle tienne, quoi. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, moi, cette crise me rend un peu plus anxieux et du coup, j'aimerais bien lever 1 million de plus, ce ne sera pas suffisant dans le storytelling. En revanche, si effectivement on s'est objectivé par l'expérience de ces quelques semaines, l'impact de la crise sur un certain nombre d'usages, sur un certain nombre de pratiques observées, etc., ça devrait permettre de justifier un montant différent, un business plan différent. Mais souvenez-vous que le montant, en particulier dans ces phases très early stage, il n'est le reflet mathématique que d'une histoire racontée. Et posez-vous cette question de savoir si l'histoire que vous souhaitez raconter est impactée ou pas par cette crise. Merci Michael. Donc, continuez à poser vos questions sur le chat, on les transmettra. J'en profite pour changer un peu de sujet avec une question qui avait été posée lors de l'inscription au webinaire. Didier rappelait qu'il y avait un certain nombre des startups France Autotech qui ne faisaient pas encore de chiffre d'affaires. Donc, je sais que Guillaume, que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais l'une des questions était, vous avez évoqué un point dessus, mais peut-être que vous pouvez élargir un peu. La question était, beaucoup d'aides ont été mises en place en partenariat avec la BPI, mais elles ne concernent que les startups ayant du chiffre d'affaires ou une masse salariale. Qu'en est-il des startups récemment créées ou n'ayant pas pu encore lever de fonds? C'est là où malheureusement le bas blesse. Bon, d'abord, on peut peut-être se tutoyer, mais je ne sais pas si le vous s'adressait à moi, mais c'est là où le bas blesse, c'est que malheureusement la logique des différents dispositifs qui ont été mis en place sont plutôt dans une logique levée de fonds. C'est-à-dire que
les mesures de prêt qui permettent de passer le cap sans être des instruments de capital ou de quasi-capital comme sont des OC ou des levées de fonds, ces instruments-là, ils sont là, mais tout ce qui relève des prêts, c'est malheureusement, il faut être capable de démontrer qu'on a un chiffre d'affaires. Donc, il faut les mettre de côté. C'est là où je dis que la solution BPI n'est pas parfaite. Sur ce qui est possible, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, lorsque l'on n'a pas de chiffre d'affaires, en réalité, malheureusement, à part les 1 500 euros qui sont extrêmement modestes pour les ETI, PME, où là, il n'y a pas besoin de démontrer de chiffre d'affaires, le seul dispositif BPI dont vous pouvez bénéficier, c'est l'accompagnement en levée de fonds. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais là-dessus, et c'est le fonds dont je parlais tout à l'heure qui est le seul pertinent dans ce cas-là, c'est faire venir BPI de manière plus importante que d'habitude, mais aux côtés d'autres investisseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, sauf avoir une relation privilégiée avec son banquier, mais aujourd'hui, ils sont tellement sollicités que je pense que c'est illusoire de penser qu'un banquier va vous prêter de l'argent alors que vous avez 0 chiffre d'affaires et que de toute façon, vous ne rentrerez pas dans les clous du prêt garanti par l'État. Donc, malheureusement, la seule logique des dispositifs aujourd'hui, pour ceux qui sont sans chiffre d'affaires, c'est d'essayer de faire une levée de fonds le plus vite possible et de la rendre possible par un investissement important de la BPI au travers de ce fonds. Merci Guillaume. Donc, principalement, toujours le même fonds Frontier Venture pour les entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que je disais que malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite et je pense que il faut aussi penser aux initiatives privées parce que là, on est en logique BPI, mais il y a un certain nombre de fonds ou de collectifs de fonds qui se sont mis en place pour faire des task force et essayer ensemble de réagir extrêmement rapidement. Je pense notamment à Founders Future. Ils ont une petite enveloppe, ils ont une équipe dédiée, ils ont lancé ça, je crois, il y a 5 jours, ils ont reçu 200 dossiers et ils vous promettent une réponse en 72 heures. Et ils vous disent on investit, on n'investit pas. Vous envoyez le dossier, ils font des conf calls, des visios avec vous. Alors, le taux de sélection, il est très difficile. Hein. Ils ne vont pas donner de l'argent à tout le monde. Mais ils s'engagent, c'est-à-dire qu'il faut aussi se tourner vers un certain nombre de fonds ou de gros business angels qui ont pris les choses à bras-le-corps et qui ont mis en place, regardez sur LinkedIn, regardez un peu partout, des task force et des fonds. Ce ne sera pas des tours mirobolants, mais qui vous permettront de passer la crise et de répondre extrêmement rapidement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui compte, c'est d'être capable d'envoyer un dossier et d'avoir une réponse tout de suite pour concentrer ses forces et pas s'éparpiller parce que il faut aussi se concentrer sur l'opérationnel aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. On avait une question de Samuel, donc qui était peut-être qui s'adressera peut-être autant à toi Guillaume qu'à Michael et Didier d'ailleurs, qui est plus sur le business. Et c'est donc, faut-il accentuer nos démarches commerciales sur les grandes entreprises ou au contraire les PME? Est-ce que le climat des affaires est mieux d'un côté ou de l'autre ou est-ce que c'est partout pareil? Je peux peut-être commencer. Je pense que ça, malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. C'est un vrai casse-tête d'entrepreneur auquel on est confronté, c'est de choisir ses combats. C'est d'autant plus vrai dans cette situation de crise. Et donc, dans vos pipelines sales, quand vous suivez vos deals et que vous cherchez à les qualifier, je pense que la question supplémentaire, parce que vous avez, j'imagine, tous vos méthodes de qualification des deals, il y a peut-être dans ce contexte-là une question supplémentaire qui se pose, c'est comment mon prospect, mon client est impacté par cette crise-là et quels signes montre-t-il en réaction à ça. Je pense que vous avez vu passer, notamment au début de la crise, puisque après, quand ils ont vu que ça faisait tâche dans la presse, ils se sont un peu calmés, mais il y a eu quelques scandales comme le Printemps qui a annoncé qu'il ne payait plus ses fournisseurs alors qu'ils sont assis sur des tas d'or. Donc, gare aux grands groupes qui seraient un petit peu trop prudents, on va dire, pour rester poli, face à cette crise-là et charge à nous au contact de ces entreprises, qu'elles soient PME ou grands groupes,
Je ne pense pas que ce soit une catégorie plus que l'autre. Je pense qu'il y a des entreprises qui réagissent bien dans les deux catégories et mal dans les deux catégories. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mais essayons d'avoir une grille d'analyse qui s'intéresse à l'impact de la crise sur ces comptes-là et surtout, au-delà de l'impact, la manière dont ils réagissent. Parce que deux entreprises concurrentes sur un marché similaire pourraient très bien réagir face à ça en décidant de se replier sur le cœur business. Et je pense que vous avez vu, il y avait aussi une question, je crois, qui était remontée là-dessus, là, les communications de la PFA, de la plateforme de la filière automobile pendant la crise, qui s'inquiète énormément de l'asset industriel, en fait, du fait que les usines de PSA, Renault, Faurecia, Valeo sont pour bonne partie à l'arrêt, et l'impact que ça a sur les emplois, sur la viabilité économique de ces groupes-là. Donc, dans son rôle, la PFA s'inquiète beaucoup de ça aujourd'hui, mais vous avez peut-être lu, comme moi, entre les lignes, que la filière s'intéresse aussi aux sujets qui pourraient être des leviers de relance économique. Et donc, essayons de trouver les groupes qui, parmi ceux-là, les groupes ou les PME, au lieu, ou en tout cas, ne se contentent pas de se replier sur leur cœur business, mais vont aussi valoriser des sujets d'innovation comme des leviers de reprise. Et à nous aussi de pitcher en ce sens-là, en apportant des solutions qui vont permettre des leviers de croissance, des leviers de reprise économique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à marketer ces solutions sur cet axe-là. Merci beaucoup, Michael. Du coup, je vois que le temps passe finalement assez vite. On avait reçu pas mal de questions lors des inscriptions. Donc, puisqu'on est sorti un peu des thèmes financiers, je vais poser une autre question intéressante qui concernait la communication interne pendant cette période de crise et notamment quel niveau de transparence avec les collaborateurs sur les sujets financiers est-ce qu'il faut appliquer. Enfin, je ne sais pas qui se sent de répondre à cette question. On peut le faire tous les deux, mais si on met de côté tout ce qui n'est pas financier, on ne parle que de la communication financière, parce qu'évidemment qu'il faut continuer, il faut communiquer plus que jamais pour continuer à créer du lien, ça c'est une évidence, mais sur la partie communication financière, je pense qu'il faut être cohérent avec ce qu'on faisait avant. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de rupture dans le message qu'on faisait passer à nos différents collaborateurs. Si on était dans une startup dans laquelle tout le monde savait qu'on avait levé X ou qu'on avait tant de fonds propres et qu'il nous restait 6 mois de cash, si tout le monde le savait, eh ben, il faut dire on était dans telle situation avant la crise a eu tel impact, mais on a pris telle et telle mesure pour réduire les coûts, voilà l'horizon. C'est-à-dire que ça serait anxiogène d'arrêter de communiquer alors qu'on jouait la transparence totale, parce que évidemment, très légitimement, les salariés vont penser que ça va plus mal que ça ne va et vont commencer à chercher ailleurs et vous allez perdre vos talents. Donc pour moi, c'est vraiment une question de cohérence. De manière générale, je suis quelqu'un qui pense que la transparence est quelque chose d'assez vertueux, sans rentrer dans des détails qui créeraient de la crispation. Si votre politique, c'était d'être un peu plus mesuré dans ce que vous donniez, ben, il faut rester dans cette dynamique-là. Mais je pense que c'est important d'envoyer un message très clair sur les mesures qui ont été prises pour faire le dos rond, se mettre en hibernation quand c'est la seule solution, ou en tout cas allonger sa durée de cash. Et je pense qu'il y a à la fois le contenu dont on parle et il y a aussi la façon de le faire. Un email n'est peut-être pas la bonne solution. D'abord, on ne sait pas où il va tourner, on ne sait pas s'il va circuler, on ne sait pas où il va atterrir. Il peut donner lieu à des sujets d'interprétation. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de se faire un Zoom, d'être là tous ensemble, sans que c'est un côté trop formel et stressant, mais juste présenter de manière vraiment transparente ce qu'on a fait, ce que ça change et pourquoi on s'y est préparé et pourquoi tout de suite on a pris les bonnes mesures. Donc, je pense que oui, la transparence est quelque chose de fondamental aujourd'hui plus que jamais. Peut-être juste un mot parce qu'on arrive au bout du créneau.
En complément à ça, parce que je partage tout ce que vient de dire Guillaume, je rajouterais simplement que une épreuve de crise comme celle-là, pour les managers que vous êtes, c'est quelque part une mise à l'épreuve face à votre équipe. Et comme le disait Guillaume, il n'y a aucune raison, si vous étiez dans un management transparent, de ne pas le rester, bien au contraire. Et si vous l'étiez moins, eh bien c'est une opportunité de le faire. Et je vous le disais en introduction, j'ai la profonde conviction que les équipes qui ressortiront vivantes de cette crise-là seront encore plus soudées. Elles auront vécu quelque chose de fort ensemble. Et je pense que c'est d'autant plus vrai sur les petites équipes. Donc, ça devrait naturellement inviter à une forme de transparence. Honnêtement, c'est un secret pour personne qu'il y a une crise, que c'est difficile, que les startups sont particulièrement impactées, que le secteur de la mobilité est particulièrement impacté. Donc, il serait presque bizarre de communiquer en interne sur le fait que tout va bien. Donc, ça appartient vraiment à chacun, mais je pense que c'est une opportunité à saisir pour les managers de montrer sa capacité à gérer, comme le disait Guillaume, à mettre en place un plan d'action, communiquer dessus, montrer tout ce qui a été fait pour resserrer les rangs et faire en sorte de sortir plus unis de la crise. Merci Mickaël. Comme tu disais, le temps est passé assez rapidement. On avait une dernière question de Damien Logy, mais je pense que je vais laisser le dernier mot à Didier pour conclure. Damien, Guillaume proposait tout à l'heure de laisser son email. Donc, si vous avez des questions à lui poser en direct, n'hésitez pas. Vous aurez accès à son email. Donc, je laisse la parole à Didier peut-être pour un dernier mot. Écoutez, merci à tous et surtout un grand merci à Guillaume qui a dégagé un peu de temps pour nous là, pour ce webinaire et qui nous a éclairé un petit peu sur les enjeux de nos entrepreneurs dans cette crise. Écoutez, on va arrêter là par respect des horaires, mais un grand merci à tous et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous de ce type en live ou alors de façon virtuelle. Est-ce que du coup, Guillaume, vous avez encore un dernier mot? Je vous laisse vraiment le dernier mot pour conclure, si vous avez quelque chose à dire. Juste pour vous remercier tous, parce que c'est toujours un plaisir. Et j'espère qu'il y aura un autre événement et qu'effectivement, on continuera à avoir des discussions autour d'une bière rapidement, comme vous le faisiez avant. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup et prenez soin de vous. À tous. Ouais. Merci Guillaume, au revoir.